Coconut Podcast, saison 5, présenté par le groupe Quartier, avec votre animateur Alain Joe. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en ce mois de l'histoire des Noirs, eh bien, on réitère avec une autre invitée de marque, messieurs, dames. Alors là, il est impossible pour vous que de ne pas la connaître, car elle est partout sur nos petits écrans et depuis quelque temps déjà. C'est avec une immense joie que nous recevons à Coconut Podcast. Eh bien, tout récemment, elle est devenue correspondante parlementaire, oui, à Ottawa. Alors, elle a des chances de rencontrer notre Premier ministre, M. Trudeau, et voire même la chancelière, Mme Joly. Je ne sais pas, entre la Confédération et le Sénat, elle est avec eux. Sans ne plus tarder, on est fébrile parce qu'on est habitué de la voir à la télévision. Et là, elle est à la télé de Coconut. Allez, oui. Sans ne plus tarder, accueillons à Coconut Podcast l'une des grandes journalistes et aujourd'hui correspondante parlementaire à Ottawa. Je dis bien Valérie Michaela Bain, messieurs, dames. Valérie Michaela Bain, écoutez, à Radio-Canada, d'accoutumée, vous ne demandez pas comment ça va à vos invités. Je le fais parfois. OK. Oui. OK. Dépendamment du contexte, il m'arrive de le faire. Pour moi, ça va de soi. C'est un peu l'éducation qu'on a reçue. Des fois, c'est vrai, en demandant comment ça va, ça gruge pas mal de minutes sur un topo de 2 à 3, 6 minutes. Il ne reste plus beaucoup de temps pour couvrir le sujet. Mais à Coconut Podcast, on est un podcast, nous autres, on peut se permettre. Comment ça va? Je vais très bien. Très bien, merci. On le voit par votre sourire. Malgré qu'il fait moins 40 dehors, votre sourire apporte pas mal de chaleur sur le plateau de Coconut Podcast. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, Coconut Podcast, on vous reçoit, habitué de vous voir dans les grands médias. Il y a plusieurs jeunes filles, de jeunes garçons qui vous regardent sur une base quotidienne, hebdomadaire, pour ne pas le dire autrement. Est-ce que vous êtes consciente que vous représentez un modèle de réussite et surtout un modèle à suivre pour ces jeunes issus de la diversité et surtout des communautés noires? On vous écoute? Bien, je vous dirais que bien naïvement, des fois, j'y pense pas, je m'en rends compte jusqu'à un certain point quand les gens viennent me voir dans la rue, quand les gens viennent me parler. Quand je fais mon travail, je suis consciente qu'il y a un impact. Je veux bien le faire parce que c'est des valeurs qui m'ont été inculquées. Si je vais commencer quelque chose, je vais bien l'entreprendre, je vais le faire de manière professionnelle, j'ai un souci du détail, tout ça. Donc, c'est pour moi d'abord que je le fais. Puis ensuite, c'est sûr que je suis consciente d'où je viens, ce que ça a pris pour que j'arrive ici, qu'on n'est pas nécessairement nombreux et nombreuses dans les médias. Ça change, mais quand même. Donc, j'ai ça en tête. Mais vraiment... je suis toujours un peu bouche bée quand on m'approche et que je vois que les gens ont des étoiles dans les yeux puis qu'ils sont impressionnés par le travail que je fais. Donc, je l'accepte avec beaucoup d'humilité. Puis en même temps, il faut quand même aussi que je dise aux gens, j'ai une position particulière comme journaliste, c'est que moi, je rapporte la nouvelle, j'explique les enjeux, je présente différents points de vue, mais c'est pas moi qui me met de l'avant dans les enjeux que je couvre, ce qui fait que quelqu'un pourrait être, par exemple, je ne dis pas que ça arrive souvent, mais comme choqué ou avoir l'impression que si je parle d'un sujet sensible, puis que je parle d'une position X, que c'est la mienne. Alors, dans ce contexte-là, je ne représente pas les Noirs. Donc, s'il y a un sujet qui porte sur le racisme, mais ce que vous m'entendez rapporter en ondes, ce n'est pas mon point de vue. Vous rapportez la nouvelle. C'est ça. Oui, okay. Oui. Donc, dans ce contexte-là, je ne représente pas les communautés noires de Montréal, du Québec, du Canada, mais je suis consciente que par mon origine, par la personne que je suis, le fait que je sois une femme aussi, j'ai un pouvoir
de donner la parole à certaines personnes, d'amener un angle différent dans les sujets que je couvre et peut-être de soulever les angles morts qu'on peut avoir collectivement quand on travaille dans les médias. Superbe. Cette rigueur, cette discipline, cette volonté de bien faire les choses, elle vous a été inculquée assurément par vos parents. C'est clair. Avec les recherches de Coconut Podcast, on a su que vous avez eu cette opportunité de fréquenter l'une des écoles secondaires les plus prisées de la métropole. Je parle du collège Jean-Eudes. Savoir que vos parents issus de l'immigration vous ont offert cette éducation, qu'auriez-vous à leur dire aujourd'hui, sachant qu'ils ont dû faire pas mal de sacrifices pour vous offrir une éducation qui va par la suite vous propulser sur le devant de la scène? On vous écoute. Bien, moi, je le dis souvent, je le répète souvent. Et d'abord, j'ai dit merci à ma mère. Je lui en suis totalement reconnaissante. Okay. Et je dis souvent aux gens que ma mère s'est saignée à blanc pour m'envoyer ma sœur et moi au Collège Jean-Eudes. Okay, vous étiez deux. On était deux, sur un salaire de travailleuse sociale. Ma mère qui est monoparentale, qui a vraiment toujours voulu nous donner la meilleure éducation, mais le meilleur de tout. Vous voulez faire du patin? OK, go, on va essayer de faire du patin. C'est important d'apprendre à nager. Bon, ce genre de trucs-là. Donc, l'éducation, ça venait de soi. Ça allait de soi. Et puis, donc, je suis consciente que d'avoir été dans cet environnement-là m'a donné l'occasion d'élargir mes horizons, d'avoir accès à peut-être plus de culture, plus d'aide quand j'avais de la difficulté en mathématiques, par exemple. Et je pense que tous les jeunes devraient avoir accès à ça. Je suis consciente que c'est un privilège que j'ai eu. Ça ne devrait pas être un privilège, mais ça ne devrait pas être, oui, mais bon, ça en a été un. Puis, Jean-Eudes, pour moi, ça a été un tremplin vers plusieurs choses, absolument. Tant sur le plan personnel que professionnel. C'est comme à cet endroit-là, on a pu renforcer le fait que dans la vie, c'est bien de réussir professionnellement, mais es-tu une bonne personne? Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je sais que chaque personne a sa façon de voir la chose. Là. Puis le collège a peut-être beaucoup changé au fil des ans. Certaines personnes vous diraient sont beaucoup plus dans la performance, peu importe. Je suis encore très attachée à cette école-là. Je siège au conseil d'administration des anciens. Mais j'ai vraiment senti, avec les enseignants que j'avais, qu'on voulait que je réussisse sur le plan académique, mais c'était beaucoup, plus de dire... tes valeurs, le dépassement de soi, s'appliquer quand on fait des travaux, ou il me semble que tu serais bonne pour aller faire du théâtre, ou pour aller le basket, aimerais-tu... Non, vas-y, n'aie pas peur, vas-y, go. Donc... Vous êtes senti quand même poussé à tenter, expérimenter différents domaines. Oui. Ça, c'est intéressant. Oui. Encore un autre à qui je dois beaucoup, Bernard Héroux, il y avait des animateurs, là, des responsables de niveau. En secondaire 1, je m'étais dit, je vais aller essayer pour le basketball. Ma sœur est un an plus vieille que moi, puis on est proches en âge, donc on avait une grande rivalité. Ma sœur me disait, « Oh non, va pas jouer au basket parce qu'elle voulait pas me voir dans ses pattes. » C'est correct. Et là, mais Bernard m'a dit, « Mais pourquoi s'il va pas? » Ma sœur, puis il me dit, « Non. Vas-y, va tenter ta chance, puis s'ils ne te prennent pas, ils ne te prennent pas, mais au moins, va essayer. Voir. Ouais. Donc ça, c'est une autre leçon d'aller au-delà de ce dont on a peur. Évidemment, il ne faut pas aller essayer des choses qui sont nécessairement dangereuses, mais... Sortir un peu des sentiers dits balisés. C'est ça, exactement. Puis de se demander, est-ce que j'ose pas faire quelque chose parce que j'ai peur, parce que je pense que je ne suis pas assez bonne, parce que je pense que je ne le mérite pas? Bien, si c'est ça, vas-y. Vas-y. Okay. Va te prouver à toi-même que tu es capable de le faire, puis que tu as peut-être une petite voix intérieure qui te nuit à toi-même. Qui te nuit à toi-même. Intéressant, qui te bloque en quelque sorte. Mm-hmm. Vous avez parlé que vous êtes sur le conseil d'administration des anciens de Jean-Eudes. Mais lorsque vous étiez vous-même étudiante,
Vous étiez impliqué dans la vie étudiante à un niveau, ouais, il me Surtout au semble? basketball, je Surtout au dirais. basket, ok, Oui. d'accord. Quand on avait besoin de moi, par exemple, pour Mhm, faire un projet, je pouvais dire oui. mhm. Je me rappelle la dernière année avec tout le bal définissant, les activités Ok, ouais, définissant c'est ça, ouais. le livre. J'ai participé à ça. Mais le basketball a occupé une place très, très, très importante dans ma vie pendant très longtemps aussi. Prépondérante, qu'on Oui. dirait. Euh, Avant de poursuivre, le basketball a occupé une place prépondérante, mais maman, vous avez parlé de ce travail qu'elle a fait afin de vous donner tous les outils vous permettant d'aller vous-même vous forger au niveau Mhm. culturel et autres. Coconut Podcast, on a appris, on vous a entendu hein, en début d'entrevue, vous connaissez la langue créole, vous parlez anglais, vous avez étudié à John Abbott pour le basket, Concordia, vous avez joué pour les Slingers? Oui, Oh là là, ouf, je ne m'essaye pas à côté de vous, ça hein. date quand même, Mon mais petit bon, oui. lay-up, là, ouais, j'ai pas de Eurostep, moi. Ah, le fameux Eurostep. Ouais, le On pourra en fameux parler une autre fois. Eurostep. La langue créole, ça c'est intéressant. On vous voit porter Très un coton fièrement. watté ouais, de Campérin, Oui. zone réserve faunique en quelque sorte là, en Haïti. En tout cas, ils essaient de la protéger. Très vert comme endroit, un des endroits les plus verts d'Haïti. Une faune et une flore incroyables. Avec du recul, lorsque maman vous inculquait ces notions très haïtiennes, là, un peu, quelle était votre réaction? Et avec ce recul, est-ce que vous ne lui dites pas un grand Ah, absolument. thumbs up parce que ça vous Absolument. a ouvert des portes? Après, vous avez même appris l'italien un petit peu, Oui, quelques l'espagnol, l'espagnol, ouais, l'allemand, tout voilà, ça, oui, quelques oui. langues qui vous ont ouvertes quelques portes. Oui, oui, oui. Qu'avez-vous encore à dire là-dessus? Je pense que comme beaucoup de jeunes, c'est un cliché, je ne suis pas la première à le dire, on veut toujours rentrer dans la masse parce qu'on veut faire partie d'un groupe, on veut sentir qu'on n'est pas isolé. Isolé, ouais. Donc, pardon, au primaire, on n'était pas nombreux, même au secondaire, d'origine haïtienne. Alors, tu parles pas trop de tes origines parce que c'est pas comme les Les autres. autres, ouais. C'est pas nécessairement que tu en as honte, mais tu dis, est-ce que je vais être jugée à J'ai- cause ouais, de ouais, ça? Puis ouais, encore ouais. une fois, des fois, ce n'est qu'une question de perception parce qu'on se rend compte que les gens sont très ouverts à entendre parler de notre culture. Et en vieillissant, quand je sais pas, j'arrive au cégep, à un moment où Wyclef Jean sort son album Carnaval, à un moment où mes amis d'origine haïtienne, on est comme... Ouais, c'est ça. Donc, on est beaucoup plus conscient que l'un peut vivre avec l'autre. Je peux, et d'une journée à l'autre, ça peut changer, me sentir 100% québécoise, 100% canadienne, 100% C'est la même haïtienne. chose pour nous. Tu sais, c'est bon, vous allez me dire que ça fait 300, mais non, mais quelqu'un qui est issu d'une communauté culturelle sait ce que ça veut dire. Tu n'as pas à choisir. Donc, ça fait en sorte que, et c'est pas aux autres à définir non plus si tu es plus haïtienne ou moins haïtienne, plus canadienne ou moins québécoise, ou peu importe la province d'où tu viens, ton appartenance est à toi de la définir. Et aujourd'hui, euh, mes origines haïtiennes, beaucoup plus que quand j'étais jeune, justement, j'en suis extrêmement fière. Je suis allée en Haïti juste une fois, mais je sais que la personne que je suis aujourd'hui, la base, c'est Haïti, c'est mes ancêtres, c'est les femmes, les potomitans dans ma famille, tu sais, c'est tout ça. Donc, Campérin, c'est la ville où ma mère est née. Donc, Oh, pour moi, je le porte très ok, fièrement. Puis c'est comme ouais. non, mais Ouais. je remercie d'ailleurs Martine Saint-Victor. C'est elle qui avait lancé cette campagne il y a quelques années. On pouvait faire imprimer des chandails avec des villes, de noms de villes haïtiennes. Donc, moi, c'est un hommage à ma mère, à mes origines. Puis quand je le porte, les gens me posent la question. Donc, forcément, ça me fait parler d'Haïti. Dans le travail journalistique que tu fais, euh, tu vas utiliser beaucoup d'outils que tu auras peaufinés dans ta carrière sportive. Qu'est-ce que tu utilises dans ton apprentissage du basketball que tu peux réutiliser dans ta pratique journalistique? Le travail d'équipe, Ah, d'abord. ok. Moi, je suis une joueuse d'équipe. Ah, mais journaliste, pour nos auditrices, il me semble qu'on vous voit tout seul devant, je sais pas, il y a un caméraman, Oui. mais vous travaillez plus ou moins seul, pas toujours dans un bureau, je sais pas. Ben, en fait, Ouais.
Surtout à la télévision, c'est vraiment un grand travail d'équipe. Oui, j'ai un caméraman. J'arrive pas en ondes s'il n'y a pas quelqu'un derrière la caméra pour allumer. Il y a quelqu'un en régie qui me parle pour s'assurer que je suis bien cadrée. Si j'ai un reportage à préparer, j'ai un réalisateur qui va m'aider avec la structure de mon texte, par exemple, ou à trouver les bonnes images, le monteur qui va assembler toutes ces images-là. Et c'est un travail de collaboration. Et donc, il faut apprendre à travailler avec différentes personnalités. Il faut apprendre aussi à accepter les commentaires constructifs, puis mettre son ego de côté quand on est l'ego mal placé. Là, Des fois, là. Chacun pour tout le monde, mais ça vient du basketball absolument. Puis la joie que je ressens quand par exemple, cette semaine, je fais un reportage sur l'assurance-emploi, les délais qui sont interminables, des gens qui attendent après cet argent-là pour vivre, payer leurs comptes, le loyer, nourrir leurs enfants. Bien, ça a été possible grâce à des collègues qui m'ont aidé là-dessus. Puis après, bien, c'est la patience aussi, parce que c'est pas des reportages qui se font rapidement, parce que il faut trouver les gens qui veulent nous parler, il faut établir un rapport de confiance. Exactement. Puis la réalité, c'est qu'à la colline parlementaire, il y a de la nouvelle tous les jours. M. Trudeau, avant un caucus, avant une réunion du cabinet, l'opposition. Internationale. Absolument. Donc ça c'est là tous les jours, il faut le couvrir tous les jours. Et en dehors de ça, on essaie de produire des nouvelles, entre guillemets, originales, qui ne proviennent pas de ce que les ministres vont nous fournir comme information. Donc, il faut être patient dans le contexte où moi, j'ai peut-être envie de produire ce reportage-là tout de suite. Ben, ça ne marchera pas nécessairement comme ça, puis entretenir les contacts. Mais je dirais que le travail d'équipe, la détermination de persévérer, puis de... Ça, on retient, on a pu transposer ces habiletés-là dans la pratique journalistique. Oui, moi, le sport, ça a été l'école de la vie. Je dois beaucoup au sport. Je parle du basket, mais j'ai fait de la danse classique. Je n'ai pas le physique d'une danseuse des grands ballets canadiens. Mais j'ai adoré ça. Vous avez une carrière en mannequinat qui vous attend, oui, là, c'est ça. Je sais pas. Mais le flag football aussi. Je fais du vélo de route. J'ai commencé à faire du ski de fond. Donc, c'est tous des sports qui vont finir de près ou de loin à te mettre en contact avec des gens. Puis c'est ce contact d'apprendre à interagir avec les gens, à lire les gens aussi, comment les aborder. J'aborderai pas... vous me demandez tout à l'heure, est-ce que je prends le temps de dire bonjour aux gens quand je les rencontre? Justin Trudeau, quand il passe dans le couloir avant une rencontre, on ne prend pas le temps de dire bonjour, M. Trudeau, comment allez-vous? C'est go la question, parce qu'il ne reste pas longtemps. Des fois, le 15 secondes, il est parti. Mais quand je vais faire une entrevue avec des gens qui ont perdu un être cher, de toute façon, quand je rencontre quelqu'un, je dis d'abord bonjour, évidemment, mais avant même de rentrer dans le vif du sujet, pour moi, c'est important, pas juste pour la forme, mais parce que vous me faites le privilège de me partager quelque chose de très personnel. Alors, moi, je veux honorer ça, puis avant de rentrer dans le vif du sujet et de ne faire que prendre quelque chose de vous, que vous me disiez comment ça va, moi, déjà, ça m'aide à mieux lire comment vous allez, puis à même diriger où est-ce que mon entrevue va aller. Et c'est hyper sincère, là. C'est pas genre, ma mère m'a appris à être polie, puis à dire bonjour aux gens. Parce que c'est le même. Oui. Quand quelqu'un est dans un tourbillon d'événements, que ce soit positif ou négatif, des fois, parce qu'il y a par exemple, culturels, ils peuvent enchaîner les entrevues une après l'autre. Un réalisateur qui vient de sortir un film, puis là, t'arrives, puis lui, il fait juste avoir l'impression qu'il se répète comme un vieux disque. Ouais. Moi, je fais comme « Allô, comment ça va? » Là, c'est comme « Oh, attends, OK. » C'est pas, il n'y a rien de magique là, mais de la même manière, si je vais parler à des gens qui ont perdu quelqu'un ou qui vivent un drame personnel, c'est on va prendre le temps, là. On va prendre le temps avant de rentrer dans le vif. Exactement. Radio-Canada, avant Radio-Canada, faites votre baccalauréat en journalisme, en tout cas la spécialisation en journalisme à Concordia, en anglais. Oui. Quand même intéressant. Comment vous avez trouvé ça très rapidement, passer de Jean Eudes, quand même une bonne éducation, mais francophone, à des études collégiales et universitaires en anglais? Est-ce que permettez-moi l'anglicisme, la curve d'apprentissage, là, la marche a été haute jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que de passer d'avoir un cerveau qui pense en anglais constamment, ça a été assez intense, mais en même temps, encore une fois, je me sous-estimais. Je me suis rendu compte que c'est beaucoup une question de travail. Il y avait des anglophones, langue maternelle anglais, qui réussissaient moins bien parce qu'ils ne travaillaient pas.
Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ai des alliés, des gens pour m'aider. Et ça a fini par venir. Et parce que j'ai fréquenté une bonne école, parce que j'ai été entourée d'une culture anglophone aussi par mes activités parascolaires, l'anglais n'était pas complètement champ gauche pour moi. Donc, ça a bien été, Ça a je bien dirais. été. Le fait que vous fassiez vos études en journalisme à Concordia, assurément, lorsqu'on a fini nos études universitaires, on a envie de travailler, pratiquer dans ce qu'on a appris. Et là, il va y avoir l'appel de l'Ouest canadien, de Manitoba, c'est-tu à ce moment-là? Là? Ça a pris Allez-y. 3 ans. Moi, j'ai fini ma dernière année universitaire enceinte. Alors, mes cours se sont terminés la deuxième semaine du mois d'avril et j'accouchais la première semaine du mois de mai. OK. Alors, c'est sûr que j'ai pris un congé de maternité d'1 an. J'étais bien entourée. Et c'est par la suite, bon, je faisais des petits contrats ici et là. J'avais un mentor qui m'aidait beaucoup, qui connaissait quelqu'un à Radio-Canada. Je suis allée passer une entrevue. Pour Montréal, ça n'a pas marché. Mais il m'a dit, tu sais, c'est pas parce que tu n'es pas bonne, c'est qu'il faut en choisir. Puis bon, tu ne fais pas partie de ceux qu'on a choisis. Mais il y a des postes qui sont ouverts dans l'Ouest. Bon, j'ai envoyé ma candidature un peu sans penser qu'on allait me rappeler. Puis le Manitoba m'a rappelé. Et puis ça devait être un contrat de 3 mois pour l'été. Et ça a duré 6 ans. Aïe, aïe. Je sais, j'ai adoré le Manitoba. C'est capoté. Oui, j'ai adoré. Comme quoi, c'est ça, dans la vie, il faut plonger, puis il faut essayer. Même que quand j'avais postulé, j'avais dit « Ah, je suis pas sûre que je serais assez bonne pour être en ondes. » Pourtant, j'avais le bac, puis j'avais comme un peu d'expérience. C'est un passage obligé à Radio-Canada. C'est comme la GRC. Il faut que tu ailles servir en région pour par la suite revenir vers les grands centres. Question d'avoir une vue d'ensemble du pays, peut-être? C'est pas une obligation, mais moi, je le recommande très fortement. Parce que rentrer à Montréal, ou pour l'équivalent pour les anglophones à Toronto, c'est un grand centre, ça va à 100 000 à l'heure. Et t'es mieux d'aller faire tes classes en région. Et si ce n'est que pour voir comment est-ce que ça se passe à l'extérieur de ton centre, que ce soit Montréal ou même Québec, d'aller voir... on a une perception justement des gens qui sommes urbains, nous qui sommes urbains, de voir comment est-ce que ça se passe peut-être en milieu rural ou dans une autre ville. C'est quoi être franco-manitobain plutôt que... Saint-Boniface, à Winnipeg. Oui, tout ça, mais la réalité des francophones en milieu minoritaire, c'est quoi? Il y a de plus en plus d'Haïtiens aussi au Manitoba. Moi, à l'époque, il commençait à en avoir quand je suis allée. Donc, c'est quoi être noir maintenant au Manitoba? Il y a une immigration qui vient du Congo aussi, beaucoup, donc peu importe. Mais moi, encore une fois, comme enrichissement personnel, pour mon travail, ça m'aide parce que je peux parler à des collègues puis qui vont me dire « Ah, à Winnipeg, tu as dû trouver ça plate. » Non, pas du tout, au contraire. Et quand je vais faire un reportage, justement, qui va toucher sur à la politique, j'ai pas juste la perspective du Québec, j'ai celle aussi d'avoir vécu dans l'Ouest, qui est importante. Tu parles de politique. Il y a quelque chose qui s'apparente à une des grandes journalistes qu'on a connues, tu me vois venir, qu'on a connues à Radio-Canada. Je parle de la très honorable Michaëlle Jean, qui a un peu, en tout cas, je ne sais pas précisément, mais qui était à Radio-Can et tout. Et puis à un moment, il y a eu cet appel pour aller servir le pays. Est-ce que toi, des fois, ça te passe par la tête que tu aimerais servir en tant qu'élu? Jamais. Et si le premier ministre que tu croises dans un corridor pour 15 secondes, il voit que tu fais bien tes affaires, il te voit pendant quelques temps, il dit « Ouais », puis il se fait donner ton nom, puis ils viennent te voir, puis ils aimeraient te nommer sénatrice. J'ai envie de vous dire, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Là. Je sais qu'il ne faut pas dire ça, mais je n'ai aucun attachement, aucune couleur politique, j'ai aucun désir de... Et je respecte à 100% le travail qui se fait. Je pense qu'à certains égards, on les juge durement parce qu'on oublie que ce sont des êtres humains. Puis des fois, ils se trompent, puis il y en a des plus compétents que d'autres ou il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres à faire leur travail. Ça, c'est une chose. Si on te voit comme ambassadrice, là, mais tu vois... Moi j'ai... Comme être élu, député, je laisse ça à d'autres. Okay. C'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout. Okay. Parce que il y a toujours cette question de ligne de parti qu'il faut suivre. Entre autres, bien honnêtement, je ne sais pas si j'arriverais à faire ça. Et pourtant, j'ai combien de collègues qui étaient journalistes qui sont devenus politiciens, je devrais dire. Mais
j'ai toujours envie de soulever, peu importe le parti, de manière très équitable, égale. Oui, mais ça, c'était pas... tu sais, mais vous répondez quoi à ça? Je sais pas, j'aurais peut-être plus de difficulté à défendre les positions d'un gouvernement. Puis je pense qu'il y a des politiciens qui font très bien leur travail en ce moment, qui défendent très bien les citoyens. Puis moi, je préfère être de l'autre côté, poser les questions et le faire le plus respectueusement possible. Comme précédemment, lors d'une autre entrevue, on a reçu Cyril Ekwala de Néo-Québec et on lui a posé cette question et on te pose la même question. Quelles sont les perspectives d'avenir selon toi, avec une lecture très franche, quelles sont les perspectives d'avenir pour les citoyennes, citoyens issus de l'immigration dans l'univers des médias traditionnels ou moins traditionnels au Québec, au Canada? Selon ta lecture, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de changer là? Oui, absolument. Moi, je dirais qu'il y a quelque chose qui change. Je vais parler pour la salle de nouvelles que je connais, celle de Radio-Canada, et il y a certainement une volonté d'aller chercher des gens issus des diversités. Et je l'ai dit, quand ils viennent nous poser des questions, mes collègues et moi qui sommes issus des diversités, moi, je leur dis... si on ne se voit pas, si ces jeunes-là ne se voient pas dans les bulletins, c'est sûr qu'ils ne regardent pas les bulletins, puis ils ne sont pas différents des autres générations qui, de toute façon, sont rendues sur les réseaux sociaux. Mais il faut que par les choix d'émissions qu'on fait, les choix des personnes avec qui on fait des entrevues, ça va leur donner le goût de venir vers nous. Parce qu'ils vont se dire qu'ils ont quelque chose à apporter, mais de plus en plus, on ouvre des stages, ils vont faire des présentations dans les écoles. Avant, ils attendaient peut-être à l'université. Maintenant, de ce que je comprends, ils pensent y aller plus vers cégep secondaire pour aller leur dire, vous savez, on existe, puis vous avez votre place aussi. Parce que c'est pas juste de dire... sur l'affichage ouvert à tous, je pense qu'il faut aller communiquer, porter la bonne nouvelle. Pour dire, oui, exactement. De la même manière que on va, je ne sais pas, moi, un patron va dire, ah, il me semble que j'aimerais travailler avec telle personne, prend son téléphone puis appelle la personne, qu'est-ce que tu dirais de? Bien, ça aussi, je pense qu'il faut le faire auprès des jeunes qui sont issus des communautés culturelles, qui ont les compétences, le potentiel pour faire les études nécessaires pour y arriver. Ça change à Radio-Canada. C'est pas parfait, ça n'est nulle part. Ça, il y a un changement. Il y a quand même eu une sortie récente au niveau... je pense, de la salle des nouvelles ou des bulletins de nouvelles, où ce qui disait les diversités sont moins présentes dans tout ce qui est information. Est-ce que tu sens qu'il y a eu des rencontres où éventuellement ils vont adresser la question? Bien, il y a différents comités à Radio-Canada. Je pense à Yolande James, qui elle, c'est pas un comité, Yolande, évidemment, mais je veux dire, de par sa position, là, de voir comment est-ce qu'on gère, en guillemets, ce dossier-là pour qu'il y ait une ouverture. Il y a un comité d'inclusion-diversité à Radio-Canada aussi qui se réunit pour discuter de différents enjeux pour lesquels, disons, les patrons pourraient avoir des œillères ou des angles morts. Puis, parce que Carla Beauvais a organisé le Sommet Dynastie qui réunissait différents acteurs. Et j'ai voulu y être, mais j'ai raté. Parce que c'était pas payé par tout. Puis il y a eu des interventions qui faisaient état que lors des élections municipales récentes, il manquait un peu de couleur à l'écran. Lors des élections américaines, il manquait un peu de... Maintenant, il y a Mme Azeb Voldegorgis qui est à Washington. Quand même, tu es à Ottawa. Oui. Pas pire. Donc, assurément, lors de prochaines élections, on devrait avoir peut-être davantage de gens sur les panels qui pourraient davantage... Où est-ce qu'on pourrait, nous, issus de l'immigration, s'identifier à ces derniers? Bien, moi, je pense que, d'abord, moi, ça donne. J'aime la politique, ça m'intéresse, donc je suis à Ottawa, mais ça se peut très bien que j'ai des collègues issus des communautés noires, que ça les intéresse pas, qu'ils n'iront jamais couvrir la politique, c'est pas leur truc. Il faut quand même respecter ça. Cela dit, je pense qu'on a une responsabilité quand on présente un sujet global. La politique, c'est pour tout le monde. Dans les intervenants qu'on va choisir, à qui est-ce qu'on va parler? Puis encore une fois,
c'est pas toujours choisir la même personne. J'adore Dany Laferrière, mais quand on veut parler de racisme ou du tremblement de terre ou quoi que ce soit d'autre, de ce qui se passe en Haïti, Il y a des sismologues. non, oui, ce que je veux dire, c'est peu importe la fonction que ces gens-là occupent, il y a d'autres personnes dans la communauté. Je pense que c'est le défaut qu'on peut avoir peut-être, c'est de penser que on a une vision qui est très homogène. Au contraire, je veux dire, à la limite, c'est une question même de génération. La génération de mes parents, de vos parents. Ils ne pensent pas de la même façon que nous autres. Puis oui. Les enfants, oui, les nôtres, oui, exactement. Pas nécessairement comme non, papa en tout. non. Alors, l'idée, c'est d'aller avoir un très large bassin de gens à qui on peut parler. Oui, des sujets qui touchent les communautés, mais aussi, est-ce qu'on peut leur parler juste parce que ce sont des êtres humains? Et pas juste, il y a un enjeu qui touche la diversité, Donc, le racisme, les Noirs. On va parler à monsieur un tel parce qu'il est noir. Très bien, il faut inclure les Noirs dans les sujets qui touchent les Noirs, mais est-ce qu'on peut lui parler simplement en tant qu'expert en électronique? Ou vous pensez quoi, vous, du nouveau programme de la CAQ? T'sais? Pas parce que vous êtes noir, mais parce que vous êtes un citoyen du Québec qui s'intéresse à la politique. Je pense qu'on a ce travail-là à faire dans nos reportages, dans ce qu'on présente à la télé, à la radio, sur le site Web, d'aller chercher des gens consciemment qui reflètent notre environnement. Tissu social Exactement. Canadien. Écoutez, hein. Valérie Michaela Ben, toute une entrevue. Moi, je suis encore comme... Oh, je suis en train de vous parler, en tout cas, Coconut Podcast. Franchement, moi, j'aimerais que vous vous adressiez aux jeunes filles, aux jeunes garçons également, puis non-binaires également, qui nous écoutent, puis qui aimeraient faire le travail qui est le vôtre. Peut-être leur rappeler 2 éléments fort importants qui vont leur servir ou qui vont leur servir dans une carrière de journaliste éventuelle. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire pour les motiver? Les 30 prochaines secondes sont à vous. Madame Ben, vous regardez la caméra. Je vous dirais d'abord, votre unicité, ce qui fait de vous que vous êtes différent, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez vous démarquer. Misez là-dessus. Peut-être que plus jeune, vous vous êtes fait intimider vous étiez mal par rapport à ce qui vous différenciait, mais sachez qu'aujourd'hui, c'est probablement la force qui va faire en sorte qu'une salle de nouvelles va avoir besoin de vous, va faire en sorte qu'il y a des milliers d'autres personnes qui vont se voir à l'écran, vont s'entendre à la radio, alors misez là-dessus. Et encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, je dirais que si c'est la peur qui fait en sorte que vous faites ou ne faites pas quelque chose, bien moi, je vous dirais, tassez la peur et foncez. Ça peut prendre du temps. On ne réussit pas nécessairement du premier coup, mais je vous dirais que ça en vaut la peine quand on se rend compte que les portes commencent à s'ouvrir parce que vous avez quelque chose à dire et votre message est très important, tout aussi important que ceux des autres qu'on voit en ce moment en ondes. Écoute, vraiment, tu as un message positif, message d'espoir. On écoute cette entrevue, on sent que ça change, mais on sent que ça commence à changer. On ouvre, on écoute Patrice Roy au téléjournal, à la météo. Waldir. Puis on a Alain aussi. Oui, j'en ai la fin de semaine. Mais oui, on voit Zeb qui est encore là. Oui, Sébastien Desrosiers, que j'aime beaucoup, un collègue que j'apprécie. Nabi à la culture. Oui, exactement. Alexandre, franchement, on sent qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Prendre sa place, de ne pas s'excuser d'exister. Il ne faut pas s'excuser d'exister. Puis au pire, les gens nous disent non, puis on va frapper à une autre porte, puis on se réessaye. Puis on s'assure de bien faire ça pour exactement. tracer la route pour ceux qui nous suivent. Valérie Michaela Ben, Coconut Podcast, on a eu cette opportunité d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations au Québec. 8000 kilomètres. On a sillonné la province. Et on s'est rendu sur la côte nord. Et en langue Innu, ils nous disent « Chinash Kumitin ». Chinash Kumitin. Merci. Par la suite, on s'est rendu à Québec. On a nos frères et sœurs Huron-Wendat en langue Wendate. Ils nous disent « Teawek ». Teawek. Vous savez, vous êtes polyglotte, vous, c'est pas difficile. Hein? Ensuite, on a été dans le centre du Québec, Odanak.
pas loin de Victoriaville, Drummondville. Ils nous disent « Oh, Léone ». Oh, Léone! Oh my God! Monsieur le réalisateur, hein? Une invitée de marque ici, hein? Elle parle plusieurs langues. Allemand, J'en perds un italien. peu. Ouais, tu peux. Mais d'une bonne connaissance Ouais. quand même. Oui. On a reviraillé par la suite. On est monté en Abitibi-Témiscamingue. Les Algonquins? Oui, en langue algonquine, ils nous disent Miigwech. Miigwech. Ah, bah ouais. Chimiigwech. Bah ouais, ben, vous avez vécu. Manitoba, c'est ouais. ça. Donc, superbe. Et là, on est dans la région de Montréal. Les Mohawks. Oui, et ils nous disent Niawen. Niawen. Ben là, on est d'origine haïtienne. On va se dire un gros. Merci en pile. Bon, mais même plus à le dire, ils savent qu'est-ce qui. Merci en pile. Vraiment, merci à toi. Ça me fait Monsieur grand Nicolas plaisir. Barthélemy. Merci à tes patrons de pousser pour la diversité. On continue de Yes, les c'est bon, encourager merci à le à faire. vous, hein, vraiment. Messieurs, dames, oui, nous étions avec, mais alors là, une grande personnalité. Lorsqu'on la voit à l'écran, super formelle et tout, mais on peut vraiment apprendre de nos journalistes issus de la diversité qui travaillent actuellement dans les grands médias. Je constate qu'ils partagent énormément avec nous, autrui, afin de faire des petits et que vous soyez les prochains Valérie, Michaela Bain. Messieurs, dames, je vous invite à la suivre sur Twitter, entre autres, afin de voir ce qu'elle a à nous partager venant directement de la colline parlementaire d'Ottawa. Franchement, Coconut Podcast, on vous dit, connaît l'Algonquin. On va finir avec un gros miigwech et on se revoit pour une autre entrevue sur les ondes de Coconut Podcast. Sur ce, merci, au revoir. Cooper.